Nous venons d'horizons différents, mais avons tous un point commun, l'investissement. Nous recevons des personnes qui investissent ou qui gravitent autour du monde de l'investissement. Comment gèrent-ils leur argent? Comment décident-ils de leur stratégie? Ce podcast donne la possibilité à nos invités de partager leurs expériences, bonnes comme moins bonnes, et leur vision. Vous pourrez vous identifier ou vous inspirer de nos invités. Je suis Arthur Framery, Je suis Xavier Corosine et vous écoutez Invest in You. le podcast sur l'investissement qui vous ressemble. Avant d'attaquer ce nouvel épisode, nous prenons un moment pour vous informer que nous partageons des opportunités exclusives off-market pour investir dans l'immobilier. Il s'agit d'opportunités d'acquisition de biens immobiliers pas encore présentées aux agences immobilières. Vous y trouverez également des astuces et actualités du moment sur notre canal Telegram. Si vous avez prévu d'investir prochainement ou si vous connaissez quelqu'un qui souhaite passer à l'action, je vous invite à nous rejoindre pour profiter de nos conseils et du partage de biens rentables de nos collaborateurs. Le lien est en description de ce podcast. A tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Invest in You. Aujourd'hui, on reçoit Yana, bonne amie. Salut les gars. Salut. Salut. Merci de nous faire l'honneur d'être présent aujourd'hui. On va passer, je pense, une bonne heure à discuter un peu de sujets autour de l'investissement. Mais avant d'attaquer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Alors moi je m'appelle Yana, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, un garçon de 11 ans et une petite fille de 6 ans. J'étais jusqu'à il y a 3-4 mois fonctionnaire, sapeur-pompier professionnel pendant 17 ans. Et puis l'envie de voir autre chose, de me reconvertir m'a un peu poussé à changer de voie et à venir travailler dans une société qui s'appelle AM Capital. Ouais, voilà. on connaît bien. Et de mettre ma pierre à l'édifice et de développer quelque chose aussi avec cette belle société et plus particulièrement sur la partie travaux. Quelque chose que j'affectionne un petit peu. Ouais. Voilà. Ok. Merci pour cette présentation. Arthur, tu as des choses à ajouter sur cette belle présentation? Déjà, pour nous, ça a du sens de recevoir pour le premier épisode quelqu'un qui est en interne. Et aujourd'hui, on va parler d'investissement et qui est aussi investisseur, en plus du coup d'être aujourd'hui collaborateur et bientôt futur associé. Du coup, sur la partie travaux et sur la partie architecture qu'on développe en interne. Avant, on sous-traitait cette partie-là et on a eu des volontés d'internaliser ce service pour avoir un vrai ADN sur la totalité de nos projets. Et donc, Yana dirige aujourd'hui en tant que collaborateur et très très prochainement en tant qu'associé. Et pour moi, ça avait vraiment beaucoup de sens que Yana soit là aujourd'hui. Parce que il est lui-même investisseur et il va en parler. Et il a des mécanismes d'ailleurs qui sont très bons pour quelqu'un qui s'est, on va dire, auto-formé et qui n'avait pas forcément été baigné dedans. C'est-à-dire des parents qui étaient investisseurs ou même beaucoup d'amis autour de lui. C'était on va dire du bon sens, mais c'est assez rare. Et c'est ce que je lui ai dit la première fois qu'on s'est rencontrés. C'est que je trouvais qu'il y avait beaucoup de logique très intéressante et encore une fois, c'est rare. Ok. Écoute, on va attaquer avec une première question qui peut être tabou. Là, tu nous le diras. Ouais. Quel est ton rapport à l'argent? Je suis un peu détaché de l'argent. Je pense que je priorise un bonheur plutôt simple que l'argent. On le dit souvent que l'argent fait le bonheur, mais pas que. Honnêtement, moi ma priorité c'est pas forcément l'argent, c'est vraiment d'être heureux quotidiennement et surtout que ma famille soit heureuse aussi. Alors bien évidemment, quand on a un peu de revenus, ça permet justement d'agrémenter tout ça. Et puis, mais voilà, moi c'est
l'idée d'investir justement et de faire du revenu complémentaire est venue progressivement en ayant fondé une famille, en ayant développé tout ça. C'est ce qui m'a poussé et m'a donné envie d'investir pour mes enfants et pour augmenter mon train de vie aussi. D'accord. Donc voilà. Donc c'était pas forcément quelque chose à laquelle tu pensais avant d'avoir fondé une famille, c'est plus le fait d'avoir des enfants, d'avoir envie de léguer quelque chose. Ouais, c'est venu progressivement et en ayant des enfants, on se rend compte que il faut plus de revenus parce que y a des charges en plus, que ce soit les frais de garde, les dépenses au quotidien, envie de gâter ses enfants et que la vie est difficile. Donc si on veut pouvoir rendre ses proches heureux, il faut trouver des leviers pour augmenter ses revenus. Ouais, clairement. Si je comprends bien, du coup, ton envie d'investir, c'était aussi dans le vouloir gagner de la liberté. Et du coup, tu liais le bonheur à la réussite de tes investissements. C'était pas pécunier en disant je vais finir l'année avec 30 000 euros de cash flow et tu regardes juste la somme sur ton compte. C'était plutôt des gains si on était dans un jeu vidéo, ça serait de dire que c'est des gains, des points liberté, des points bonheur, quoi. Tout à fait. Surtout que ça faisait des années que j'avais envie de changer de profession. J'avais envie de voir autre chose. Et cet investissement que j'avais dans la tête me permettait, s'il réussissait, de pouvoir justement imaginer partir et faire autre chose. Un peu avec moins de pression, on va dire. C'était ton coussin. Et c'est ça, ouais. Ton parachute plutôt, d'ailleurs. Exactement. Okay. D'ailleurs, pour les gens qui nous regardent, Yana, t'as fait une transition. J'ai fini les pompiers, puis dans 4 mois, je gère des travaux. Tu faisais ça depuis un moment et tu faisais pas juste un petit peu de bricolage. C'est vrai que t'avais quand même. Ça faisait un moment que cette idée te trottait dans la tête et t'étais déjà bien démarché d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. J'ai été un peu aidé aussi par mon éducation. J'ai un père qui a toujours été très très bricoleur, qui a acheté, revendu ses résidences principales et à chaque fois il y avait tout à refaire. Donc j'ai baigné un peu là-dedans, ça aide énormément, clairement. J'ai pu acquérir des connaissances, oui, dans le milieu du bâtiment. Je suis pas du tout un expert ou je me décris pas comme quelqu'un qui connaît tout du bâtiment, loin de là. C'est un milieu tellement vaste et qui est en perpétuelle évolution en fait, avec l'évolution des matériaux, des normes. Donc si on se met pas à jour, on est en l'espace d'un an ou deux, on est très très vite dépassé. Donc non, oui, j'ai été aidé par du coup mon éducation. Et puis après, j'y ai pris goût, clairement, de travailler de mes mains. Ça a toujours été un souhait de bricoler, de sortir quelque chose, de produire quelque chose soi-même. Et dès que j'ai été dans la vie active, j'ai tout de suite souhaité acheter ma propre maison et de préférence une maison pourrie pour pouvoir justement faire de mes mains à mes goûts et avoir cette satisfaction-là d'avoir créé quelque chose. Voilà. C'est très réussi d'ailleurs. Très belle maison. C'est pas ma première. C'est vrai en plus. Donc du coup, on avait tendance à se demander par quel biais tu t'étais formé, où tu avais appris l'investissement, etc. Toi, c'est vraiment quelque chose dans lequel tu as baigné, comme tu le dis, depuis tout petit. Pas du tout l'investissement, puisque mes parents, ils ont investi, mais dans leur résidence principale, à chaque fois. Ils revendaient leur résidence principale pour aller, pour déménager, parce qu'ils changeaient de milieu professionnel. Donc c'était le besoin d'acquérir leur résidence principale. Et voilà. Mais pour l'investissement, non, j'ai pas baigné dedans du tout. Moi, je suis issu d'une famille très très simple.
d'un milieu un peu ouvrier, où mon père était artisan, taxidermiste, ma mère était femme au foyer. Ouais. Donc voilà, c'était pas. Non, moi, j'ai vécu vraiment dans une simplicité la plus authentique, quoi. Je vis dans un petit village d'Indre-et-Loire, paumé au milieu de la campagne, où on était dépourvu de toute modernité. J'avais pas la télé. Ok. On jouait dehors, on faisait des cabanes, et voilà. Et j'ai une enfance super heureuse. Mais du coup, non, cet attrait à l'investissement est venu beaucoup plus tard. Et puis l'envie de, comme tu disais Arthur, d'une certaine liberté. Ouais. Mais je pense, pour répondre à ce que tu disais, Xavier, Diana est venue par les travaux, c'est-à-dire que par la création de valeur, tu vois. Ça veut dire que quand il rentre dans un endroit ou dans un bien, il est capable de voir comment il peut le transformer. Et après, tu es venu aux chiffres, tu es venu à cette partie-là, parce que forcément, quand tu te dis, voilà, là, je peux faire ci, je peux faire ça, ok, là, je peux faire un appartement, tu vas nous parler de toute façon de ton investissement, ce que tu as fait. Et tu te dis, ok, là, comment je peux faire plus de cash flow? Ça, c'est venu après. Mais tu n'avais pas la limite de travaux. Et c'est vrai que nous, par exemple, on le voit sur des clients où ils vont avoir peut-être des réflexions très mathématiques, très investissement. Mais par contre, la partie travaux, la partie projection de ce qu'on va en faire, pour eux, c'est abstrait. Ouais. C'est assez compliqué de se projeter. Et du coup, toi, par contre, c'était une partie qui te fait vraiment pas peur. Parce que tu es capable de mettre des lignes avec des chiffres. Tu vois si c'est possible, combien ça va coûter à la fin. Ça fait peur, même quand moi je pense que ce qui m'a permis d'avancer, c'est que j'ai une grosse part d'inconscience. Et oui, en effet, je vais réussir à me projeter dans un bien, même s'il est très délabré, comme ma maison d'aujourd'hui, ma résidence principale. C'était une vieille grange, il n'y avait rien, terre battue, il y avait tout à refaire. Mais oui, j'ai peut-être une faculté à me projeter sur ce qu'on peut en faire. Mais oui, comme je disais, il y a une part d'inconscience. Parce que si on n'a pas une part d'inconscience, on va s'arrêter à toutes les problématiques qu'on va pouvoir rencontrer, et ça peut faire ralentir le process et nous faire perdre du temps. Donc, tu nous parlais tout à l'heure d'inconscience. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une part d'insouciance dans le fait de se lancer comme ça sur des projets où il fallait vraiment avoir de l'imagination pour pouvoir se projeter? Non, je pense pas. En fait, ce qui me fait te dire ça, c'est que en fait, quand je revois les photos de ma maison avant travaux, je me dis, mais mon pauvre gars, t'étais complètement taré de faire ça. Enfin, c'est pour ça que je me dis qu'il y a une part d'inconscience ou d'insouciance, du coup. D'inconscience. Il y a une part d'inconscience. C'est que j'étais totalement inconscient de me lancer dans un projet comme ça et d'y passer 2 ans de ma vie non-stop à mettre un peu de côté le côté familial, vacances et tout ça, quoi. Donc je suis très content de l'avoir fait. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai obtenu ce que je souhaitais. C'est réussi, c'est à notre goût, mais c'est pas sans conséquences non plus, quoi. Physiquement, ça a été dur. Même aujourd'hui, j'ai des soucis de genoux, de dos. Je pense que c'est dû à ces 2 années assez intensives. Mais c'était dur, mais je me suis fait plaisir. Ouais. C'est ça qui est fou, c'est que j'ai vraiment apprécié. Comme je disais au début, de construire quelque chose de mes propres mains et d'en être à l'origine. Mais ouais, c'est pas évident. On reviendra sûrement après avec les questions sur ce point-là, mais moi je pense que je crois pas trop. Oui, il y a une part il faut se lancer, mais je pense que sur des profils comme les nôtres, pour vous tous vous connaître, on fait notre devoir avant. Et on essaye évidemment de calculer nos zones d'ombre et d'anticiper ça. Et puis après oui, on se lance et on sait qu'on a un plan B face à une situation et on avance. Mais du coup, je trouve pas que ça soit une énorme... Je crois pas que c'est que basé sur l'inconscience parce que pour moi c'est trop risqué de miser, tu vois, sur un investissement en disant juste là j'ai été inconscient. Non.
peut-être que inconsciemment dans toi, tu savais que tu savais le faire en fait. Ouais, certainement. Et j'ai appris à faire des choses pendant mes travaux. Ouais. C'est-à-dire que je me suis lancé, j'ai fait mon escalier, j'ai appris la ferronnerie pendant mes travaux. C'est pour ça, je te dis, il y avait une part d'inconscience parce que je me suis lancé dans un truc où on avait des plans, on savait qu'on allait avoir un escalier central en métal. Et j'avais jamais touché à un poste à souder de ma vie. Donc je me suis dit, bon, bah, de toute façon, pourquoi pas moi? Donc voilà, je m'y suis intéressé, on m'a montré une fois comment faire, et puis bah, après, je me suis débrouillé. Et au final, bah, c'est pour ça, souvent je dis à tout le monde, mais rien n'est irréalisable, tout le monde peut le faire. Voilà. On est d'accord. Et seul. On peut apprendre seul, bien au contraire, des fois. Moi, j'ai un caractère où je préfère apprendre seul. D'accord. Parce que j'ai besoin d'être dans ma bulle, je suis quelqu'un de solitaire et même si je dois me merder, bah, c'est pas grave, je suis tout seul, j'ai merdé tout seul. Ouais. Mais ça apprend, je trouve qu'on apprend vachement comme ça en fait. Moi, je pense aussi que c'est la meilleure, c'est une des meilleures manières de. Ça et de regarder les autres faire. Ouais. Ça c'est pareil, moi mon père, il nous impliquait peut-être pas forcément tout le temps dans le bricolage, mais par contre j'étais souvent à côté, à regarder. Et c'est vrai que bah, de voir les gens faire, bah, mine de rien, tu as une part d'apprentissage quand même en observant. Exactement. Bien sûr. Ouais, c'est intéressant, disons que tu avais ta destination, tu savais ce que tu voulais faire, mais tu t'es créé ton chemin pendant l'aventure, tu as débroussaillé. Ouais, c'est ça. Étape par étape, tu as commencé à apprendre des choses. Et j'imagine que tu es satisfait du résultat final. Ouais, honnêtement, je suis très satisfait. Bon, ma femme vous dirait, bah ouais, mais c'est pas fini. Parce que là, ce week-end dernier, j'ai posé les plaintes. Bon, ça fait 6 ou 7 ans qu'on est dedans, donc j'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais en gros, le 95% de la maison est terminé. Donc, et puis entre-temps, j'ai redémarré d'autres chantiers. Donc c'est pareil, j'ai besoin d'avoir toujours quelque chose en haleine qui me pousse et qui me tienne, quoi. D'accord. Et est-ce que tu as... Alors, tu nous dis qu'il y a eu une part d'inconscience, mais est-ce que malgré tout, tu as eu des peurs et des doutes au moment de te lancer? Quel cheminement, on va dire, psychologique Alors, tu as eu? Ça, je crois que dans tous les projets, c'est jamais au moment du lancement que j'ai des doutes. C'est... surtout sur un chantier d'une ampleur comme celle que j'ai faite pour ma résidence principale, c'est un projet de 2 ans. Donc en 2 ans, tu as le temps de réfléchir, tu as le temps d'avoir des doutes. Ouais. Des doutes, j'en ai eu, clairement. Il y a des moments où tu es découragé. Ouais. Tu arrives sur le chantier, tu pas de fenêtre, il fait 3 degrés dehors. T'arrives, tu lèves la tête à droite, à gauche, tu dis j'attaque par où ce matin? Ouais. Donc, mais derrière, j'ai toujours un moment de doute, c'est succinct en fait. Et puis après, tu reprends le dessus, tu dis bah de toute façon, j'ai un petit garçon, j'ai une femme, je peux pas laisser tomber maintenant. Ouais. Donc t'es obligé d'avancer quoi. Donc oui, j'ai eu des moments de doute. Dans les 2 ans, il y a eu un mois où j'ai dit à ma femme ouais, je prends une semaine de vacances. On prend un billet pour la Repdom, on va une semaine au soleil. Faut que je décroche quoi. Je décroche. Et je pense que c'est nécessaire. Sur des chantiers comme ça, tu es obligé à un moment donné de faire le vide un peu, d'oublier le chantier. Et ça te permet de recharger les batteries et de repartir. Et moi, quand j'étais une semaine sur mon transat en Repdom, les 2 premiers jours, je pensais pas au chantier. Mais au bout du 3e jour, je dis en fait ça, mais non, je vais pas le faire comme ça, je vais faire comme si. Et j'étais déjà en train de replanifier mon retour pour recommencer de plus belle. Donc oui, des moments de doute, t'en as. Et je pense que c'est des fois nécessaire. Ça permet de relancer un peu la machine. Là, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que Yana, t'as fait un investissement aussi tout seul, pas à ta résidence principale. Ouais. Et pour reprendre la question de Xavier, comment t'as
appréhendé, comment tu as géré. Voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler le début du process qui a fait que tu as commencé tu t'es dit je vais investir je vais investir dans quoi tu peux nous expliquer ce process-là et si tu as eu des peurs et des doutes avant travaux, parce que là on a beaucoup parlé de la partie travaux, mais il y a quand même des grosses étapes avant. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, ça a commencé, on va dire, 2-3 ans après avoir fini la maison, où je me suis dit, j'arrive pas trop à rester en place en fait. Et il me fallait un projet, il me fallait quelque chose. Et je me suis dit, il faudrait qu'on réinvestisse dans quelque chose pour pérenniser notre avenir, laisser quelque chose à nos enfants, et puis générer un revenu complémentaire. Et puis j'ai commencé à chercher à droite, à gauche. En fait, j'ai une amie ostéopathe qui sortait de l'école et je la croise, elle me dit ouais, je visite des locaux en ce moment, mais je trouve rien de bien, y a rien qui me plaît, et puis la location c'est cher, machin, tout ça. Et puis bon, voilà, ça c'est resté dans un coin de ma tête. Et puis je suis tombé sur un bien à vendre qui était un ancien local commercial. Et puis tout de suite, en fait, ce qu'elle m'avait dit est revenu. Et je me suis dit, mais en fait, je pourrais investir en ayant déjà le locataire. Ouais. Et ça, pour moi, c'était sécurisant, en fait, de faire le projet pour quelqu'un. Voilà. Plutôt que de faire un investissement et après chercher un locataire. Mais là, j'avais déjà un locataire sur l'ensemble et quelqu'un que j'apprécie et que j'avais envie d'aider aussi. Mmh. Donc, c'est ce qui m'a poussé. Donc, c'est un bâtiment, c'est une maison de village avec un rez-de-chaussée où il y avait donc un local commercial. Et à l'étage, un pseudo-appartement, mais totalement délabré, où on pouvait faire un logement locatif d'habitation. Et c'était à vendre depuis de nombreuses années. C'est en piteux état, il y avait des fissures un peu partout sur le bâtiment, il y avait des grosses infiltrations d'eau. Donc je pense que ça... Et le bien était surévalué en fait, donc c'est pour ça que ça se vendait pas. Et moi je suis arrivé après, je sais pas, peut-être 5-6 ans de mise en vente. Et donc j'ai fait une proposition. J'ai fait visiter à ma copine. Je lui ai dit, écoute, ça t'intéresserait de t'installer là? Est-ce que la localisation te convient? Est-ce que la superficie du local te conviendrait? Et en fait, elle était super emballée. Donc tu te sens plus fort quand t'as quelqu'un derrière qui est dans le même move que toi. Et donc j'ai fait une proposition qui était nettement en dessous le prix de vente, qui a été acceptée. Et donc j'ai pu investir dans ce bâtiment-là. Bon, par contre, voilà, je repartais encore sur de nombreux mois de travaux. Au début, ma femme me dit tu vas faire les travaux. Je dis oui. Oui, je vais faire les travaux. Et puis au final, et ça c'est une erreur. Je me suis dit, ouais, je vais pas le faire, je vais perdre tant d'argent, je vais faire moi-même, comme ça je vais gagner de l'argent. Mais au final, ça a été une très mauvaise idée, je pense, parce que j'étais plus vieux. J'avais eu mes 2 ans de travaux chez moi. Et je me suis remis dedans du boulot, il y avait du taf quoi. Du coup c'est une bonne transition sur la question d'après. Est-ce qu'il y a des personnes de ton entourage qui étaient contre ce projet d'investissement? Je parle pas de la résidence principale, vraiment de l'investissement. Et si oui, comment tu as géré cette situation? J'ai pas eu connaissance que j'avais des gens réellement contre. Après, je suis pas sûr de m'être vanté d'avoir fait cet investissement. Ma femme était un peu, je pense qu'elle était un petit peu
réticente parce qu'elle ne s'était pas intéressée réellement au montage, à la rentabilité que ça allait donner. Après, les chiffres ont parlé d'eux-mêmes, donc ça l'a décidé à se lancer. Et le fait qu'on fasse ça pour quelqu'un aussi qu'on connaissait, avec qui on s'entendait bien, et je pense que ça avait un autre attrait pour elle aussi. Et le fait que ça soit à 200 mètres de chez moi. Donc ça aussi, je pense que dans un premier investissement, c'est rassurant. En tout cas, quand c'est proche de chez soi, surtout quand on fait les travaux, c'est un putain d'avantage. Mais après, pour revenir à la question, répète-moi ta question. La question, c'est est-ce que tu as des gens de ton entourage qui étaient contre? Qui étaient contre? Si oui, comment t'as géré? J'ai pas eu l'impression que les gens étaient contre ça. Enfin, contre ou qui ont douté peut-être. Ont douté. Qui t'ont dit est-ce que t'es sûr? Je pense que certaines personnes ont peut-être douté ou ils se sont dit voilà dans quoi ils se lancent, encore une fois. Mais quand ils ont vu le résultat, il y a certaines personnes qui se sont intéressées à ça. Ils m'ont dit mais comment t'as fait? C'est quoi ton montage? C'est quoi les chiffres? Combien tu fais de l'argent? T'es pas obligé de mettre de l'argent tous les mois pour payer le crédit. Et ça a été l'interrogation de tout le monde parce qu'en fait, c'est vrai que beaucoup de personnes ne savent pas en fait comment ça fonctionne. Et c'est là que je me suis dit ah tiens, j'avais l'impression que c'était des gens qui étaient un peu réticents, qui étaient un peu dans l'esprit peut-être un peu critique. Et au final, maintenant tiens, ils s'intéressent, ils posent des questions, ils demandent comment ça fonctionne, comment j'ai fait. Et c'est des gens après qui ont voulu investir aussi. Donc, Parce que ce que tu n'as pas dit, c'est que là où ça a été smart, et surtout pour quelqu'un qui n'est pas du métier, Yana, il a 2 exploitations, 2 types d'exploitation dans son investissement. Il a une maison paramédicale. C'est des cabinets paramédicaux. En fait, le rez-de-chaussée, le local commercial a été divisé en 2. J'ai fait deux locaux. Qui sont exploités par une ostéopathe et une psychologue. Donc c'est un plateau de 55 mètres carrés avec dont chacun leur bureau et des parties communes, donc une salle d'attente, une petite cuisine et un toilette. Et à l'étage, j'ai fait un bel appartement avec 3 chambres qui fait 80, un peu plus de 90 mètres carrés habitables. Avec place de parking, une petite cour privative, une cave, et puis tout neuf au goût du jour, avec une belle déco, meublé. Donc non, ouais, c'est là où aussi parfois des types de personnes peuvent se rassurer dans la division du risque quand tu as plusieurs types d'exploitation. Ouais. C'est-à-dire que tu as du logement, du professionnel. C'est clairement ce qui m'a motivé et qui a un peu effacé mes craintes en fait sur cet investissement-là. C'est que je savais que j'allais avoir trois locataires et que j'allais pérenniser un peu l'opération avec les locaux pro. Où généralement c'est des professions, ils peuvent rester 30 ou 40 ans dans leurs locaux sans forcément bouger. Donc ça me permettait, rien que mes revenus sur les 2 locaux pro remboursent mon crédit. Donc en fait, le loyer de mon meublé à l'étage, c'est du cash flow. Après, bien sûr, il y a les charges, les impôts et tout ça. Mais en gros, je peux avoir une vacance locative. Ça impactera pas le projet. Donc c'est ce qui m'a poussé à me lancer dans cette opération-là. Et c'est ce que je recherchais aussi, parce que je voulais pas faire un investissement d'un seul bien. Je voulais avoir quelque chose de sécuritaire sur l'opération. Moi, je conseille vraiment les gens là-dessus, sur leurs premiers biens, à essayer d'avoir plusieurs lots. Je trouve que c'est rassurant, ou même parfois même une colocation par exemple. Pourquoi ? Parce que tu as plusieurs sources de revenus. Donc si tu en as une qui tombe, si tu as un dégât des eaux du voisin dans un des appartements, tu as toujours d'autres revenus. Tu commences par une villa, tu commences par quelque chose comme ça où tu vas avoir qu'un appartement, qu'une source de revenus. Tout à fait. Quand il y a un souci, c'est toi qui dois mettre au panier. Et en vrai, normalement, tu as fait assez de cash flow pour pouvoir encaisser ça. Moi, je conseille à mes investisseurs, et c'est ce qu'on fait nous à titre personnel, on a toujours 6 mois de trésor de charge
sur les comptes avant de pouvoir vraiment prendre le cash flow en plus. Je pense que là, t'es bien et t'es tranquille dans la tête. T'as même le temps de revendre s'il y a quelque chose. Mais ouais, je pense que c'est une approche qui est rassurante. Je suis d'accord. Et par rapport à ça, justement, tu nous parlais de... Le deuxième investissement, il y avait vraiment quelque chose, un but derrière, une stratégie. Est-ce que tu as défini une stratégie déjà? Est-ce que tu en as une vraiment d'établie sur, par exemple, le futur et tes prochains investissements, ou comment tu avances là-dedans? La stratégie pour cet investissement-là, c'était déjà de générer du cash flow. Parce que je savais que si je générais pas de cash flow sur cet investissement-là, je pourrais pas réinvestir derrière, ou alors ça serait de plus en plus compliqué. Donc l'objectif, c'était vraiment de générer du cash flow sur cette première investissement-là, pour pouvoir en faire d'autres si j'avais envie. Pour le moment, j'en ai pas refait d'autres parce que la vie a fait que ma femme a évolué dans sa profession, donc financièrement on n'était pas prêt à se relancer, mais aujourd'hui je pourrais, clairement. J'ai un profil vis-à-vis d'un banquier qui est suffisamment propre pour relancer un autre investissement. Tu as dit un truc intéressant juste pour les gens qui vont regarder. Pourquoi Yana a dit qu'il fallait du cash flow pour pouvoir continuer? C'est que les banques pondèrent à 30% du coup les futurs revenus, les revenus locatifs. Donc, quand il se présente à la banque, elle va dire oui, je fais par exemple quelqu'un qui a l'équilibre qui dit j'ai 1000 euros de crédit et j'ai 1000 euros de revenus. Non, bancairement parlant, tu n'as pas 1000 euros de revenus. Bancairement parlant, tu as 700 euros de revenus. Donc, et c'est aussi pour ça que parfois, je trouve que des produits comme le Pinel, comme ces choses-là, ne sont pas adaptés à des profils. Je ne suis pas fan de toute façon du produit en eux-mêmes, mais là, je trouve que parfois, ils se tirent vraiment une grosse balle dans le pied, quoi. Parce qu'ils ont déjà un effort d'épargne, plus les 30% tu pondères. Il va falloir que ton travail, il va falloir que tu sois augmenté, ou je sais pas quelle solution tu vas trouver, mais là tu viens de t'engager au moins pour 6 ans sur un produit, des produits défis, quoi. Et voilà, donc ça c'est une bonne anticipation, et encore une fois je reviens sur les mécanismes de Yana qu'il avait sans être du métier, parce que ça paraît simple, mais il y en a tellement à savoir que c'est quand même des mécanismes qu'il avait de base. Clairement, parce qu'il faut anticiper justement. Tu aurais pu te retrouver bloqué avec un deuxième investissement qui n'était pas très rentable. Ouais, tout à fait, bien sûr. Et là, aujourd'hui, la porte reste ouverte. Si tu veux réinvestir, tu sais que tu peux. Ouais, et puis mon objectif, c'était de générer un revenu complémentaire aussi. En faisant cette opération-là, je voulais générer un revenu complémentaire pour me changer de métier si j'avais envie. Voilà. Aujourd'hui, je génère environ 700 à 800 euros de cash flow sur ce montage-là. Demain, j'aurais voulu faire une reconversion plus tôt. J'avais 800 balles qui tombaient tous les mois. C'est pas négligeable. Donc non, l'opération a été réussie et j'ai atteint mon objectif sur celui-là. Ouais. C'est important ce qu'il dit. Parce que nous, on le voit en rendez-vous avec des clients qui viennent nous voir, et malheureusement, on essaye d'être les médecins généralistes, essayer de trouver toujours un remède face aux situations, on essaie d'être créatif. Mais ça m'est déjà arrivé d'être en rendez-vous, et en gros, on s'est très vite endetté sur une maison, une résidence principale, par exemple des véhicules. Parfois, quand les gens sont un peu plus confortables, un investissement, on s'est dit je paye trop d'impôts. Du coup, le banquier ou l'assureur, il est venu, il a vendu un Pinel, un monument historique, voilà. Et en fait, ils me disent on a vu de l'investissement, on a vu ce que tu faisais, nous on veut le faire. Je peux pas. Et je peux rien faire en fait. Je peux rien faire, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup dans les formations et sur tous les réseaux sociaux, que acheter sa résidence principale au départ, son premier investissement, c'est pas forcément la chose la mieux à faire. Après, il y a la vie, les enfants, il y a envie d'avoir décoré son chez soi, avoir envie de tout ça. Mais si on reste pragmatiquement sur l'investissement lui-même, oui, c'est pas intéressant. Il faut mieux faire son premier. On le finance en résidence principale, on fait un investissement, on met des locataires dedans. Et puis après, du coup, on reste dans sa location qu'on avait avant. Et puis aussi, on le fait quelques fois. Bon, évidemment, il faut faire attention à nos seuils LMNP, mais ce que je veux dire, c'est que ça nous permet d'aller un peu plus rapidement. Et surtout, après, à la banque, quand on a déjà un investissement, même si on va acheter sa résidence principale, la banque nous regarde différemment. Donc ça, c'est
voilà, c'est intéressant et c'est vrai, du coup, pour terminer, je me retrouve face à ces clients, prospects et j'ai pas de solution. J'ai pas de solution. Et si c'est des amis, je rigole et je leur dis divorcez, vendez la maison. Ils me regardent en mode. Je dis mais je suis désolé, j'ai pas d'autre solution. Aujourd'hui, vous avez un taux d'endettement qui est bien trop important. Et voilà. Ok. Là aujourd'hui, il y en a, tu investis essentiellement dans l'immobilier ou est-ce que tu as d'autres investissements, que ce soit, je sais pas, de la bourse Assurance vie. Ouais, non, j'ai aucun autre investissement. Enfin, j'ai investi dans des parcelles de bois pour faire du bois de chauffage, mais ça me rapporte rien, à part du bois, mais c'est déjà bien. Surtout aujourd'hui avec le prix de l'électricité. Non, en fait, on en parlait il n'y a pas longtemps avec toi, Arthur, justement de la crypto-monnaie, ce genre de choses. Moi, personnellement, alors je sais pas si c'est que je suis vieux ou quoi, mais ça me parle pas du tout. En fait, tant que c'est pas palpable, j'arrive pas du tout à me projeter en fait. On a essayé de m'expliquer comment ça fonctionnait, mais en fait j'arrive pas. J'arrive pas et j'ai l'impression que c'est trop joueur. C'est trop volatile. Ouais, j'ai pas assez de regard, j'ai pas assez de recul. Ma maison, je sais, c'est du bâti, je peux le toucher. Il y a un truc qui va pas, je peux réparer, mais ça c'est peut-être mon côté manuel aussi qui me fait plus terre à terre. C'est ça, peut-être terre à terre, je sais pas, mais dans tous les autres investissements, j'ai un peu mal. Mais c'est marrant parce que du coup, et ça m'attire pas, hein. Clairement, j'ai pas envie, même si je sais et je connais des gens qui gagnent de l'argent avec ça. Moi, je suis d'accord avec toi sur le côté terre à terre, manque de contrôle. Moi, ça me dérange. Je sais pas qui appuie sur les boutons. Alors voilà, je pense qu'il y a, en fonction de nos générations, de nos points d'intérêt, on a plus d'appétence à comprendre ce milieu-là. Moi, j'en parlais avec Xavier ce week-end, et je lui disais, je me suis mis à la crypto-monnaie. D'ailleurs, c'est des clients d'AM Capital qui j'ai à mon tour payé de la formation de leur côté. Je leur ai dit dis-moi combien vous me demandez pour me donner des cours toutes les semaines, parce que je voulais comprendre. Mais en fait, je me rends compte que c'est dur de masteriser, d'être bon dans un domaine et après du coup d'être bon dans plusieurs domaines en même temps. Et en fait, je me rendais compte que je faisais les choses à moitié. Et du coup, j'ai arrêté. J'ai mis des sommes là-dedans que j'étais prêt à perdre. Comme ça, voilà. Et mais voilà, je voulais pas. Je voulais être bon dans un domaine. Et aujourd'hui, pour moi, après c'est très personnel. J'ai aucune diversification dans mon portfolio. Alors si depuis peu j'ai acheté dans du pro, dans des fonds de commerce, mais voilà, à ce moment-là, j'avais rien d'autre parce que je voulais vraiment être bon dans l'immobilier, attiré par le palpable et attiré par le levier bancaire. C'est vraiment ça, moi, qui me parlait. Et aujourd'hui, je n'arrive pas. Alors oui, on va me dire, j'ai investi dans cette startup, je peux faire un fois 20, un fois 100, mais c'est pas moi qui est aux commandes. Je suis pas aux commandes. Sur l'immobilier, je gère mon gars des travaux, je gère la vision sur le business. Alors oui, je vais gagner, je vais augmenter mon cash flow, je vais me faire un 1000 euros, un 1500 euros, un 2000 euros. Allez, si on part sur des trucs plus gros, 5000, 6000. C'est clair qu'on ne parle pas de faire un coup sur la crypto-monnaie comme les mecs qui ont investi sur... c'était quoi la Shiba, là, la crypto-monnaie. Les mecs, ils ont fait des... Il y a un gars, c'était indécent ce qu'il a gagné. Voilà. Mais pour moi, c'est trop du gambling. C'est trop du jeu. Comme je rejoins vachement. Donc voilà. Et à terme, tu envisages de un peu diversifier tes placements ou est-ce que voilà, tu es exclusivement sur de l'immobilier, sur de la pierre, sur du palpable? Moi, je suis jamais fermé, en fait, à l'après. Là, pour le moment, il y a eu cette étape de changement de travail qui a été une grosse étape, en fait. Après 17 ans, changer, faire un virage à 180 degrés et partir sur une nouvelle voie. Et puis moi, j'arrive pas, en fait, à partir dans 10 000 directions. J'ai besoin de faire une chose à la fois. Et pour le moment, c'est cette nouvelle voie professionnelle, mais j'exclus pas que dans quelques semaines, dans quelques mois, si j'ai une idée, si on me propose quelque chose, si quelque chose se présente, je serais pas contre. Mais après, je serais curieux de partir sur une autre chose. Du coup, pour enchaîner, comment tu as fait pour préparer tes investissements
de manière pécuniaire, c'est-à-dire ton apport, quelle organisation qu'est-ce que tu as mis en place et est-ce que tu as dû faire des sacrifices? Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai eu, je sais pas si j'ai eu de la chance, mais enfin j'avais pas d'apport, j'avais rien du tout. J'avais l'époque. J'avais pas d'argent de côté. J'ai emprunté avec rien. J'ai emprunté, on m'a prêté 110% du produit, enfin du montage en fait. J'ai juste fait un très beau dossier de présentation à ma banquière. Et je me suis rendu compte qu'en fait les banquiers ils y connaissaient pas grand chose en fait. Donc je suis arrivé avec un beau dossier, ce que j'allais faire, où situer le bien, les attraits qu'il y avait à investir ici, une projection financière sur les semaines, les mois, les années à venir, et sur l'imposition aussi que ça allait générer. Et non, du coup, quand j'ai présenté le dossier, la banquière m'a dit non, mais là ça passera jamais. Tu vas payer trop d'impôts là, c'est pas possible. Enfin, je dis mais non, je vais pas payer d'impôts. Regarde, c'est marqué, j'ai tout expliqué dans le dossier. Donc du coup, ça est monté au directeur d'agence. Du directeur d'agence, c'est redescendu. Non, ça peut pas. Il nous faut une projection comptable. Mais c'est exactement ce que j'ai mis dans le dossier. Donc du coup, j'ai dit, bon allez, je vais chercher un comptable. Et je lui ai montré le dossier. Il me dit, moi je vais pas faire mieux. Hein. Ouais. Je fais, ouais, mais en fait... il me demandait un vrai prévisionnel. Donc elle m'a fait la même chose. Elle a mis son tampon en bas. Ça. Et j'ai redéposé mon dossier en banque. Et puis là, ils n'avaient plus trop d'arguments pour me refuser le crédit. Donc du coup, j'ai réussi à avoir le financement. Donc un financement à 110%, donc zéro apport, et un report de crédit de 24 mois, je crois. Ah ouais, t'as pris salade, tomate, oignon là. Voilà. Ouais. Donc ça m'a permis de faire mes travaux, mettre mes locataires et générer un peu de trésorerie et avoir une sécurité de 6 mois à 1 an sur l'opération. Donc aujourd'hui, je peux avoir une merde, un problème de travaux, une vacance locative. J'ai une sécurité derrière grâce uniquement au montage avec la banque. C'est important, c'est intéressant ce qu'il vient de dire. Moi d'ailleurs, ça fait partie de mon dada quand je fais de l'investissement, c'est toute la présentation de dossiers. Et c'est ce qu'on fait pour nos clients aussi. C'est d'être capable de mettre des coups de fluo sur les côtés positifs et de présenter les côtés négatifs aussi du dossier, parce que c'est pas que le négatif lié au projet immobilier, mais aussi lié au profil des gens. On peut avoir, je sais pas moi, un taux d'endettement, pas d'apport, comme tu l'as dit. Ça s'explique. Ça s'explique. Et je pense qu'une belle présentation à des partenaires bancaires, en toute transparence, et montrer qu'on a fait ses devoirs. Et ça, pour faire des rendez-vous assez souvent avec des banquiers, ils nous disent mais en fait c'est très rare ce qu'on est en train de vivre là. On a très peu de gens qui vont aussi loin dans les détails, il faut. Faites-le, prenez le temps de faire un PowerPoint. Maintenant il y a Canva, il y a plein de logiciels pour pour faire vraiment des choses jolies, et ça montre que on est impliqué. Et ils sont très sensibles. C'est comme le comportement bancaire. Il y a quand même cette interprétation. Cette interprétation. Et surtout quand on va avoir la banque locale. Et je dirais même encore plus des banques régionales qui prennent leurs décisions en agence, en interne. Et eux, ils vont être sensibles à l'humain, à qui vous êtes, comment vous avez travaillé votre projet, au projet en lui-même. T'as répondu à un besoin dans la ville. Il a ramené un ostéopathe dans la ville. Ouais, c'était un des arguments. C'est trop intelligent. Et j'ai aussi, dans le dossier que j'ai présenté, j'ai fait un petit chapitre sur ma résidence principale, sur ce que j'avais fait chez moi, que j'avais fait les travaux moi-même, que le rendu était sympa, que j'avais une estimation aujourd'hui de ma maison qui était intéressante. Et
c'était pas mon premier investissement, que j'avais une certaine assurance derrière. Bon, c'est vrai que ça sécurise un peu et ça rassure aussi, je pense, le banquier. Et clairement, si le dossier, je l'avais pas présenté et j'étais arrivé les mains dans les fouilles, je pense que je n'aurais pas eu le crédit. C'est ce que tu as fait. Tu as mis un coup de fluo sur son expertise, sur le projet en lui-même, pour combler le manque sur le fait qu'il n'y ait pas d'apport. Et ça, c'est ultra intéressant et je pense que c'est bien pour tout le monde de pouvoir entendre ça parce qu'ils vont pouvoir s'inspirer pour leur projet personnel. Amener du sens dans ce que vous faites. Clairement. Et le banquier, c'est un humain et souvent ça fonctionne et ça va au bout. C'est ça. Et là, puisqu'on est sur la partie un peu recommandations et conseils, qu'est-ce que tu dirais, toi, à un investisseur qui a envie de passer à l'action mais qui n'ose pas, qui ne sait pas trop comment s'y prendre, quel est le conseil que tu aimerais lui apporter? Je pense que déjà, la priorité, avant toute chose, c'est de se renseigner un minimum du fonctionnement en fait, des différents investissements et savoir comment tu peux générer un investissement rentable en fait. Parce que oui, demain, tout le monde peut investir. Mais il y a différents investissements et il y a différents revenus qui peuvent être générés avec un investissement. Donc non, c'est se former ou au moins se rapprocher de personnes compétentes qui sont en mesure de vous expliquer clairement comment tu peux faire un investissement rentable de par la fiscalité, de par plein de choses, quoi. Okay. Et qu'il ne faut pas avoir peur et que c'est à la portée de tout le monde. Il y a trop de gens qui se disent mais moi je suis au SMIC, j'ai pas de revenus, voilà, je peux pas investir. Mais si, tout le monde peut investir. Ouais. Moi j'ai investi, j'avais pas d'apport, j'avais rien. Ma résidence principale, la première résidence principale, personne ne voulait me prêter. Il n'y a qu'une banque qui voulait bien me prêter, mais je m'endettais sur 37 ans. C'est ce que j'ai fait, je me suis endetté sur 37 ans. Mais je savais que dans 2-3 ans, j'allais revendre et que j'allais faire une plus-value avec cet investissement-là. Donc, il faut essayer de s'entourer des personnes compétentes et de personnes qui sont capables de vous expliquer, en tout cas, comment ça fonctionne. Comme tu dis, faire ses devoirs. Ouais, faire ses devoirs. Faire ses devoirs et en fait, souvent les gens ça les rassure d'avoir peur, j'ai l'impression. Alors que moi je me rassure en faisant mes devoirs et se mettant en face des chiffres, en face de la situation et pareil, on a tout à l'heure parlé d'un prêt de 37 ans. Je pense que là il y a on a perdu la moitié. C'était pas si vieux que ça, hein, pourtant. on a perdu la moitié des gens. Pourquoi ? Parce que ça c'est lié au fait que les taux étaient énormes il y a l'année de nos parents. Dit 24 mois de report de prêt. Ça c'est intéressant de le négocier à la banque. Tout à fait. Moi je vais jamais aller chercher sur un banquier sur le taux. Fais ce que tu veux, mange. Par contre, j'ai besoin de mes reports de prêt. L'apport, on essaie de le réduire au minimum parce que l'année les 110%, à part pour nos clients qui sont libéraux, enfin voilà, à part des cas vraiment très spécifique, c'est compliqué maintenant le 110%. Mais voilà, en tout cas, il faut arriver. Le prêt, c'est pas mauvais. Surtout si on a fait ses devoirs, on sait qu'il y aura un loyer en face. Et le prêt, c'est l'enrichissement. Parce que c'est du levier bancaire. C'est assez simple. Je mets 10% d'apport, je pose 30 000 sur la table, je soulève 300 000 et j'ai un locataire qui me rembourse mon crédit. Parce qu'on parle de cash flow là, évidemment, on aime le cash flow, on veut en faire, mais on oublie assez régulièrement, et je pense que c'est une phrase que je dirais souvent dans les épisodes, on oublie qu'on rembourse du capital. Et à la fin de l'année, c'est pas négligeable. Ça compte. Ok. Est-ce que c'est le moment de passer aux questions un peu décalées, ou est-ce qu'on a des... Ah, enfin. On se détend un petit peu. Yana, un livre à recommander? Alors, je suis pas un très grand lecteur, à part Boulet Bill, Astérix. non, mais en fait, quand je lis, c'est généralement quand je suis en vacances, en rêve-dôme sur le transat, tu vois. Voilà, c'est un peu les seuls moments où j'arrive à me concentrer sur un bouquin.
Et le dernier que j'ai lu moi, me fait du bien. C'est un livre de Mélusine Malander. C'est une exploratrice française d'une quarantaine d'années. Son livre s'appelle Sur les voies de la liberté. D'accord. Et en fait, elle a fait, et elle continue à faire le tour du monde à moto, seule. Donc, et elle a commencé, elle avait une vingtaine d'années à faire le tour du monde, traverser des pays très, très compliqués. Elle a fait l'Iran, le Rwanda, le Népal, enfin des pays où la politique est un peu particulière, où même la place de la femme est aussi assez un peu tendue. Et donc elle explique ses différents voyages, ses parcours à travers ces pays et ses différentes rencontres avec des ethnies qui vivent totalement différemment de nous. Et honnêtement, ça fait voyager. Moi, ça me fait un bien fou de lire ça quand je suis en vacances. Voilà, ça fait réfléchir sur notre position aujourd'hui en France, dans un pays comme le nôtre, où en fait, on peut pas se plaindre. On peut pas se plaindre. On a tout, on est des enfants gâtés, hein, clairement. Quand elle parle de l'Iran et que les femmes, elles sont quand même... et en plus, c'est en plein dans l'actualité en ce moment. Clairement, nous, on peut pas se plaindre, quoi. Donc non, ça, c'est un des derniers livres que j'ai lus et qui m'a fortement inspiré et que je recommande. Et moi, j'ai une passion pour la moto, donc c'est pareil, c'est quelque chose que j'aurais toujours aimé faire, voyager comme ça à moto. Un jour, peut-être. Un jour peut-être, on verra. Quand tu seras à la retraite, complètement libre avec plein d'investissements immobiliers. Qui sait. Voilà. Du coup, la deuxième question est s'il y a une chose que tu devais faire différemment et si tu devais revenir dans le passé, ça serait quoi ? C'est pas évident ça. On a bien choisi la question. Ouais, on a bien préparé. Changerais de métier en fait dès le début. Ça c'est un gros regret en fait. J'étais pas forcément très bon à l'école, j'étais pas du tout motivé par l'école et les conseillers d'orientation ont dit à mes parents mais si il a les capacités, il faut qu'il fasse une voie générale et moi je voulais faire une voie professionnelle. Je voulais apprendre un métier manuel. À l'époque, je voulais être électricien automobile. Et donc, mes parents ont dit bah non, la dame qui est compétente pour ça nous a dit qu'il fallait que tu fasses une seconde générale et que tu ailles jusqu'à ton bac et puis que tu décides après de ce que tu voudrais faire. Et ça, c'est un gros regret. Si je devais retourner dans le passé, je crois que j'insisterais auprès de mes parents. Et en leur disant non, je veux faire un truc manuel, je veux vraiment apprendre un métier de mes mains, je veux produire. Et je pense que je me serais réellement épanoui là-dedans. Et ça, aujourd'hui, c'est un regret. Je changerais ça. Okay. Si demain tu trouves la lampe avec le génie à l'intérieur, t'as un vœu, ça serait lequel ? C'est pas évident quand même. Un beau génie avec la tête de Xavier, imagine-le. Ah, voilà, je frotte. Et ça sera pas coupé au montage. Putain, les mecs. Franchement, c'est difficile parce que moi je me considère très heureux et je sais même... On aurait tous envie de dire si je frotte, je gagne €1 million et puis plus de soucis. Mais au final, aujourd'hui, je suis tellement satisfait de ma vie. J'adore ma femme, mes enfants sont adorables. J'ai tout, en fait. J'ai réussi à me construire et je suis content de me mettre construit comme ça. Donc, je sais même pas ce que je dirais. Ok. J'ai pas. C'est une bonne réponse, en vrai. C'est une bonne réponse. C'est ta réponse, en tout cas. J'ai rien. Tu fais la quatrième ? Ton investissement favori ? Dans ce que j'ai fait ? Ouais. Je pense que c'est sur mes 3 investissements, j'ai investi une première résidence principale où j'ai fait une grosse plus-value.
Alors c'était top parce que du coup tu fais un levier énorme en 3 ans. Mais celui que ça a été le plus dur, c'était ma résidence principale d'aujourd'hui. C'est celui que j'ai adoré parce qu'en fait je me suis éclaté dans la conception, dans la réalisation du projet. C'était très dur. Mais ouais, c'est celui que j'ai préféré. Ok. Et enfin, la dernière question, tu parlais de l'euro million tout à l'heure. Alors, on n'est pas dans le million, mais je te donne 500 000 euros. Qu'est-ce que tu en fais? Comment tu les places ou investis? Et avec quelle répartition? Je pense que j'en ferai profiter mes parents, je pense. Je donnerai pas tout à mes parents quand même. Non mais ouais, j'en ferai profiter à ma mère et mon père. Et le reste, je pense que ça me permettrait d'avoir un profil plutôt clean vis-à-vis d'une banque pour réemprunter et refaire un investissement quelque part. Ou un autre projet un peu fou, comme un projet Dis pas la ville. Hein. Non. De logement insolite ou ce genre de choses. Un concept autre que du Airbnb classique. Maintenant, je crois que j'aurais envie de faire un truc un peu complètement à l'écart de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Mais rassure-moi, on va pas attendre que tu aies 500 000 euros pour le faire. C'est déjà dans les tuyaux. Voilà, c'est ça. Mais non, ouais, plus un projet un peu excitant comme ça et qui me permettrait de le réaliser. On s'est rencontrés et on avait la même idée. Bon, lui, il est habitant de là-bas, mais on avait la même idée. On peut pas trop en parler parce que c'est surprise. On va pas se faire voler les idées. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Ok. Mais voilà. Bon, bah super. Bah, écoute, Yana, on arrive au terme de cet épisode. Je te remercie. Merci à vous. Je pense que Arthur sera de mon avis pour dire que c'était un épisode super intéressant. Merci à vous. Merci d'avoir joué le jeu, de t'être ouvert sur des sujets qui peuvent être considérés comme tabous. Apparemment, c'est pas le cas pour toi, donc tant mieux. Et je pense que c'est un épisode très enrichissant pour les gens qui vont l'écouter. En tout cas, je l'espère. Ouais, et c'était pour nous important de commencer par quelqu'un en interne. Même quand on a discuté, c'était soit du coup quelqu'un en interne, soit Stéphane qu'on aura bientôt, qui moi m'a mis le pied à l'étrier dans l'immobilier. Et du coup, ça avait du sens que Yana le fasse. Et puis, on n'avait pas forcément de doute, mais les valeurs que tu transmets. Et parfois, l'investisseur peut être mis dans une case où, en gros, il va que chercher du cash flow, que de l'argent, alors qu'en fait, c'est souvent un rêveur qui cherche de la liberté. C'est surtout ça. Et pour moi, d'ailleurs, quand je parle à des investisseurs qui sont que portés sur l'argent, j'ai rien à voir avec eux. Et j'ai même pas envie de leur parler. Ouais, bien sûr. Je me suis trouvé plein de fois dans des situations comme ça, avec des gens qui sont vraiment que sur le côté pécunier. Ouais, tout à fait. Et on n'a rien à partager. Alors qu'on peut avoir les mêmes stratégies, en vrai, le même chemin, mais je m'y retrouve pas du tout. Pas du tout. Et voilà. Et du coup, c'était vraiment ça qu'on voulait laisser transpirer aujourd'hui pour les internautes. C'était de voir tes valeurs. Et tu as été très humble dans tout ce que tu as dit, mais tu as du succès dans ce que tu as fait tout seul, sans être forcément beaucoup accompagné. Et on peut voir qu'on peut être investisseur avec des grosses valeurs. Parce que c'est souvent un gros mot en France. Investisseur, gagner de l'argent, voilà, comme tu as dit, c'est des conversations un peu tabous et on voit le contraire aujourd'hui, quoi. C'est ça, clairement. Écoute, merci à vous. Merci Xavier en tout cas pour ce magnifique. Avec grand plaisir. Et merci à Charles, l'homme de l'ombre, qui est derrière la caméra. Merci Charles. Qu'est-ce qu'il est beau. Allez, au revoir. Au revoir. Nous espérons que vous aurez apprécié cet épisode. Nous vous remercions pour votre écoute. Et souvenez-vous que vous pouvez rejoindre notre canal Telegram sur lequel nous partageons des opportunités d'investissement rentables que nous trouvons. C'est 100% gratuit et le lien se trouve en description.